on va avoir un petit résultat qui est connu et assez agréable à démontrer. C'est que je vais appeler dn de R, ou dn simplement, hein, l'ensemble des matrices de Mn de R qui sont dévalorisables. Voilà. Pareil, Tn de R avec la même chose, mais trigonalisable. Alors bien sûr, Mn de R est muni, bon, c'est un espace vectoriel de dimension finie sur R, il est muni de sa topologie hein, normique. Toutes les normes sont équivalentes. Et on va avoir que dn de R, son adhérence, bah, c'est Tn de R. Voilà. Ça que je propose de montrer. Alors, ça fait un petit développement à la grecque qui est sympathique, qu'on peut trouver dans le carnet de voyage en algébrie, là, placement produit. Et on va démontrer l'inclusion comme ça. C'est-à-dire qu'on part d'une matrice, on va l'appeler T, bon, peut-être pas T tout de suite, A dans Tn de R. Il faut trouver une suite de dn de R qui tend vers A. Bon. Alors ça, bah, on commence, puisque c'est trigonalisable, bah, autant tout de suite la trigonaliser. Et maintenant, bah, par continuité de la conjugaison, hein, donc M donne Tm T-1, ça c'est continu, c'est linéaire, hein, donc c'est continu. Il suffit de trouver une suite de matrices diagonalisables qui tendent vers T. Et pour ça, c'est assez simple, parce que T, il va y avoir bah, les valeurs propres ici, et puis un triangle. Bon, on peut dire ici 0 plus une matrice triangulaire strictement supérieure. Hein. On l'écrit avec des zéros comme ça. On peut appeler n comme ça. Je ne sais pas si ça servira. Si j'arrive à distinguer, parce que ici, si les valeurs propres sont distinctes, alors le trigonalisable devient diagonalisable. Puisque les valeurs propres, globalement, ici, T sera diagonalisable. Ça, on le sait. Donc, A est diagonalisable, il n'y a rien à faire pour la suite. On prend la suite constante. Maintenant, le problème, c'est d'avoir des lambda I qui sont égaux ici. Alors, en fait, bon, je ne vais pas le faire tout à fait comme dans CVA. Je vais expliquer après, peut-être, comment c'est fait dans CVA, mais peut-être une façon assez amusante et instructive de faire les choses, c'est de montrer que dans Rn, parce que là, on va considérer cette diagonale comme un élément de R puissance n, puisque c'est diagonalisable sur R, hein, les lambda I sont réels, on va avoir une partie qu'on va appeler, je ne sais pas moi, delta. Delta, c'est les lambda I, les n uplés de lambda I, avec lambda I différent de lambda J, quel que soit I différent de J. Et il suffit de montrer que delta bar est dense dans Rn. Si j'arrive à montrer ça, alors ça veut dire que je peux trouver ici une suite d'éléments qui sont 2 à 2 distincts ici, et donc qui vont donner, quand on ajoute n quand même, comme ce sera triangulaire supérieur avec des éléments 2 à 2 distincts sur la diagonale, ça va donner quelque chose de diagonalisable, et donc en conjuguant, on entend quelque chose de diagonalisable, et par continuité, ça va tendre vers A. Bien, alors, comment montrer que delta bar est dense dans Rn? Alors, c'est un petit lemme que j'aimerais que tout le monde sache en master. C'est... on va tester. Qu'est-ce qui se passe? Si... on va dire lemme 1. Si P est un polynôme, donc on va le prendre on va le prendre par exemple dans R bon, peut-être le prendre dans C de x1, xn. Est-ce
est-ce que je prends dans R de xn, est-ce que j'ose ça? L'ensemble des éléments x1, xn, tels que p de x1, xn est différent de 0, c'est un dense. Alors, pour montrer ça, bah, on a... Si P est différent de 0. Si P est différent de 0. Oui, effectivement. Si P est différent de 0. Pour montrer ça, je dirais lemme 2. Je vais prendre des ensembles I1 jusqu'à IN infini. Et si P, en tant que fonction polynomiale, s'annule, donc l'infini de R, s'annule sur I1 3 IN, alors P est nul. Voilà. Alors ça, si j'arrive à montrer le lemme 2, je montre finalement que l'ensemble des zéros du polynôme non nul, il est maigre. Il est maigre parce que il ne peut pas contenir un ouvert, parce que s'il contenait un ouvert, il contiendrait un hypercube ouvert, et cet hypercube, il pourrait s'écrire comme ça avec des éléments infinis. Mais ça, bah, ça se démontre par récurrence sur n. Pour n égale 1, bah, c'est juste le fait qu'un polynôme qui a une infinité de racines, bah, il est forcément nul. Et puis ensuite, pour n quelconque, pour l'hérédité, en quelque sorte, hein, hn-1 puis hn, on part de x1, xi dans i, on va prendre xj dans i indice j pour j de 1 à n-1. Et je vais avoir que p de x jusqu'à xj jusqu'à xn-1 de xn, bah, ça va être égal 0 pour une infinité. Donc ça veut dire, en reprenant h1, ça veut dire que ce polynôme en la nème variable est nul. Donc les coefficients sont nuls, et là on applique notre récurrence. Donc ici, ça c'est un lemme, j'aimerais bien que les gens le connaissent. Bon, on ne sait pas grand-chose en M1 et M2, en général, sur les polynômes à plusieurs variables, mais ça c'est quand même quelque chose, c'est un peu le premier pas vers la géométrie algébrique sur le fait qu'un fermé est maigre, en quelque sorte. Bien, en algèbre. Alors maintenant, bien sûr, donc ça va faire que ce delta, bah, c'est l'ensemble, si je prends P égale P de x1 jusqu'à xn égale bah, le produit des xi moins xj pour i strictement inférieur à j, on voit bien que delta, c'est P-1 de Rn moins 0. Donc ici, ça va être un ouvert dense. Donc effectivement, on a l'inclusion parce qu'on va avoir un ouvert dense ici qui va nous permettre de voir la chose. Alors pour les saint Thomas qui ne veulent pas croire, qui veulent voir la suite, alors là effectivement dans Carnet de voyage en algébrie, on l'a fait comme ça, hein. On a pris lambda 1, lambda n, et on prend un epsilon, lambda 2, on ajoute epsilon sur 2, ici epsilon sur n, avec epsilon égale le min des lambda i moins lambda j quand lambda i est différent de lambda j. Ici, il faut prendre comme ceci. Et on vérifie que ça marche. Sauf que ce min n'existe pas si on a une matrice scalaire, parce que là, on prend l'ensemble vide. Et on n'a pas le droit de prendre le min sur l'ensemble vide, donc il faut faire un petit cas, c'est un peu pénible. Mais au moins, on va avoir ici notre matrice, on va dire P epsilon, ici, qui va être diagonalisable
parce qu'on aura réussi à séparer, en quelque sorte, toutes les valeurs propres. Et bon, en gros, ce qui est derrière ça, c'est que on a une densité, finalement, même des matrices diagonalisables à valeurs propres distinctes. Voilà. C'est intéressant parce que sur C, ce serait terminé. Maintenant, on est sur R. Parce que sur C, ce serait Mn de C. Donc l'inclusion inverse, elle n'aurait pas lieu d'être. Mais sur R, là, ça devient sympathique. Alors, on va démontrer de l'inclusion comme ceci. Et là, un petit critère que je trouve assez drôle. Au départ, on a l'impression que c'est un gadget et on se rend compte que c'est un petit peu plus profond que ça. C'est que P, on va prendre P de degré N dans R de X, unitaire de degré N. Et, en fait, P est scindé sur R si et seulement si im de Z, quel que soit Z, dans C, même si P, là on est dans C, im de Z en module puissance N est inférieur à module de P de Z. Alors pourquoi le si et seulement si? Donc preuve. D'abord, peut-être le truc le plus facile, s'il vérifie ça, on prend P sur C possède une racine, il faut montrer qu'elle est réelle. Toutes les racines complexes sont réelles. Bon, ben oui, puisque P de Z est égal à 0, im de Z est égal à 0 parce que ça c'est positif, encadrement, donc ça va faire que Z est réel, et donc P scindé, ok? Parce que im de Z est égal à 0. Et dans l'autre sens, si P est scindé sur R, ça veut dire que P, comme il est unitaire, il est égal au produit de x moins des xi, avec les xi bien sûr réels, parce que c'est scindé sur R. Et donc quand on va faire P de Z, le module de P de Z, ça va être le module de, je vais appeler Zx plus y, je vais réunir les, bon là je devrais l'appeler J, je n'avais pas prévu, et ici on a x, y, et d'après Pythagore, ça va être supérieur ou égal à y, ici, puissance n. Donc ça, c'est vrai. Voilà. Donc, mais quel est l'intérêt ici? C'est qu'on voit à peu de frais, en fait, que le fait d'être scindé sur R est une condition fermée. Parce que si je prends une suite de polynômes unitaires comme ça, qui tend vers P, le fait d'avoir ça supérieur, quel que soit Z, on va avoir ça. Donc si PM, suite de polynômes unitaires de degré n, avec PM scindé sur R, et limite, donc ça c'est toujours les hypothèses, hein, PM égale un polynôme P, qui va être encore unitaire de degré n évidemment, alors PM P est scindé sur R. Ça permet d'éviter, en quelque sorte, un autre argument qui serait un peu plus délicat, qui est la continuité du spectre, ou la continuité des racines. C'est facile de partir des racines et d'obtenir le polynôme, ça c'est un produit de x moins lambda i, mais la réciproque, ça demande des espaces quotients par le groupe symétrique. Et quotienté par le groupe symétrique, on peut s'en sortir autrement, mais quand même, c'est pas évident de mettre une topologie là-dessus. Donc là, ça demande des notions un peu subtiles. Donc, avec ça, c'est un raccourci qu'on peut carrément comprendre très tôt en licence. Hein. C'est assez chouette. Voilà. Alors maintenant, donc, qu'est-ce qu'on veut montrer? On a une suite, on a AM
qui est une suite qui tend de Dn qui tend vers A. Et on veut... C'est Tn peut-être. Comment? Tn, tu veux montrer que c'est fermé, non? Non, c'est Dn, parce ouais, qu'on veut montrer que Dn bar est oui. dans Tn. Ah ouais, non, je croyais que tu montrais Tn fermé. Si tu montres Tn fermé, c'est bon. Oui. Oui, non, mais je croyais que tu allais montrer que Tn fermé. Désolé pour... Désolé. Non, c'est bon. Oui, mais t'as raison, on aurait pu montrer que Tn est fermé. Eh ben, ouais, moi aussi. Ouais. Désolé. Je sais pas pourquoi. J'étais... Alors, ok. Donc, on veut montrer que A appartient à Tn. Bah oui, mais on voit bien que ici, on a une suite de polynômes ici qui AM, c'est un polynôme ici Pm qui va être de degré n et qui est unitaire depuis peu, hein, parce que de mon temps, les polynômes caractéristiques, ils n'étaient pas tout à fait unitaires, il y avait un -1 puissance. Et une législation qui s'est faite à haut niveau, qui a tout réglé. Voilà. Et donc maintenant, là, on a la continuité de A donne qui A, parce que les coefficients de qui A sont polynomiaux en A. Hein, pour mémoire, vous avez la trace comme coefficient, vous avez 1, parce que c'est unitaire, vous avez le déterminant, tout ça à signe près. Et vous avez en gros, vous avez des espèces de traces, des sommes de mineurs diagonaux qui ont une taille donnée, n-k, si on veut, le terme en x puissance k. Bon, c'est l'histoire de savoir exactement dans les détails quel polynôme ça correspond. Mais bref, ça c'est continu. Alors c'est continu si on part de Mn de R et qu'on va dans l'anneau des polynômes. Je prends de degré inférieur ou égal à n, comme ça j'ai une topologie qui ne dépend pas de la norme. Voilà. Et donc, ça va faire que qui A va être une suite de polynômes scindés sur R. Donc, c'est scindé sur R. Et donc, A est trigonométrique. Allez le dire. C'est bon.